Nos grands-mères nous ont raconté toute leur vie que la cigogne sur le toit porte bonheur et apporte les bébés. Ce que cette soi-disant adorable bestiole fait dans son propre nid, personne ne vous le raconterait à table. Et les Français font partie des rares peuples d'Europe qui y croient encore aujourd'hui, surtout en Alsace, en Lorraine, dans les régions où la cigogne est presque un emblème régional. Imaginez cette scène. L'Alsace, en fin de journée, fin mai. Le soleil s'appuie sur les toits à colombages, et au-dessus d'une cheminée se dresse une silhouette majestueuse. Plumes blanches, ailes noires déployées comme un manteau, un long bec rouge pointé vers le bas. Dans le jardin en dessous, la grand-mère tient sa petite fille dans les bras, montre le ciel et dit la phrase que vous avez tous entendue dans votre enfance. Regarde la cigogne, elle nous apporte la chance. La petite fille rit, la grand-mère sourit et tout le monde ressemble à une illustration de livre de contes. C'est exactement cette image que je vais briser aujourd'hui. Dans les minutes qui suivent, vous allez apprendre 3 choses que personne ne vous a dites sur la cigogne. Premièrement, pourquoi la cigogne tue régulièrement ses propres petits et pourquoi c'est de son point de vue absolument logique. Deuxièmement, ce qu'on trouve dans l'estomac d'une cigogne morte et pourquoi ça n'a rien à voir avec l'image attendrissante de la grenouille sur la prairie. Et troisièmement, pourquoi la célèbre fidélité de la cigogne est l'un des plus grands mythes de l'ornithologie. À cela, j'ajouterai quelque chose que fait presque chaque cigogne blanche et dont vous n'avez aucune idée. Quelque chose qui touche votre vie quotidienne, même si vous habitez en ville. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la cigogne blanche de la même façon. Et si vous pensez que j'exagère, attendez. Parce que la nature n'exagère pas. La nature ne joue tout simplement pas un joli théâtre. D'où vient le mythe? Mais avant de plonger dans les côtés sombres de la vie de la cigogne, répondons d'abord à une question essentielle. D'où vient ce mythe? Pourquoi croyons-nous que la cigogne apporte les bébés? Pourquoi précisément cet oiseau? Et pas par exemple l'aigle, le faucon ou l'hirondelle? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la cigogne pour que nos ancêtres en aient fait un symbole de fertilité et de bonheur familial? Remontons loin dans le passé. Et je ne parle pas du 19e siècle ni du Moyen-Âge. Je parle de l'époque où sur le territoire de l'actuelle France, il n'existait encore ni cathédrale gothique ni saint patron, quand dans les forêts, on allumait des feux en l'honneur de Dieu dont nous ne connaissons aujourd'hui que des fragments de chroniques et des découvertes archéologiques. La mythologie gauloise et germanique entretenait une relation très étroite avec la nature, et pas dans le sens romantique qu'on imagine aujourd'hui. C'était une relation pratique, quotidienne. Les gens observèrent les animaux parce que leur vie en dépendait, et la cigogne avait une propriété qui la distinguait de tous les autres oiseaux. Elle revenait chaque année fidèlement au même endroit au moment où le printemps commençait. Elle arrivait exactement quand la terre se réveillait, quand on commençait les semailles, quand naissaient les agneaux et les veaux, quand toute la nature frémissait d'une énergie nouvelle. Pour nos ancêtres, ce n'était pas une coïncidence. Dans leur monde, les coïncidences n'existaient pas. Tout avait un sens, tout était un signe, et un oiseau qui revient d'année en année sur la même cheminée exactement au temps de la vie nouvelle ne pouvait pas être un oiseau ordinaire, il devait être un messager. La mythologie germanique associait la cigogne à la fertilité et aux forces créatrices du printemps. La cigogne venait du ciel, du moins c'est ce qu'il semblait. Quand elle tournoyait dans les courants d'air au-dessus du village, avant de se poser sur son nid, elle apportait le printemps, la chaleur, la fertilité. Et de là, il n'y avait qu'un petit pas jusqu'à l'idée qu'elle apportait aussi les enfants. Attention toutefois, ce mythe n'est pas exclusivement germanique. Il est particulièrement vivant dans la culture populaire allemande, attestée au moins depuis le XVIe siècle, et l'Alsace-Lorraine a partagé des siècles d'espace culturel germanique avant de devenir définitivement française. Les traditions se mélangeaient, les histoires passaient d'une langue à l'autre. Dans la version germanique du conte, la cigogne apportait les enfants depuis les marécages et les zones humides, ces endroits où, selon la croyance de l'époque, séjournaient les âmes des enfants à naître. Le marais comme porte vers l'au-delà, la cigogne comme passeur entre les mondes. Ça sonne poétique,
Mais derrière cette poésie se cache quelque chose de très pratique. Au XVIe et XVIIe siècle, les enfants posaient beaucoup trop tôt la question de l'origine des bébés, et les parents avaient besoin d'une réponse n'incluant pas de détails gênants. La cigogne était la candidate idéale, grande, visible, elle arrive au printemps, la saison où naissait traditionnellement le plus d'enfants, 9 mois après les longues soirées d'hiver, le reste, vous l'imaginez tout seul. L'équation cigogne, Antulaats, bébé, n'est donc pas une vérité mystique. C'est une combinaison de symbolisme païen, de folklore germanique et du besoin des parents d'éviter les questions embarrassantes. Et voilà un détail intéressant. Cette superstition est typiquement centre-européenne. Dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, la cigogne apporteuse de bébés n'existe pratiquement pas. Si vous tracez sur la carte d'Europe les pays où on croit traditionnellement que la cigogne apporte les enfants, vous obtenez une bande assez étroite. Allemagne, Pologne, Alsace-Lorraine, Pays-Baltes, Scandinavie partielle. Exactement les régions où se sont superposées les cultures slaves et germaniques. Exactement les régions où la cigogne niche sur les constructions humaines. Car dans le sud de l'Europe, les cigognes nichent souvent sur les falaises ou dans les arbres, donc cette relation intime oiseau-maison-famille n'a jamais pu naître. Posez-vous maintenant cette question. Combien d'entre vous qui regardez cette vidéo pourraient dire à leurs enfants ou petits-enfants « la cigogne apporte les bébés » sans le prendre du tout au sérieux? Je parie que la plupart l'avaient dit, ou le diraient, même en sachant que c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que votre grand-mère vous l'a dit, et la grand-mère de votre grand-mère le lui avait dit, et la grand-mère de celle-là le lui avait dit à son tour, par quelqu'un qui croyait peut-être encore au dieu des forêts. On croit non pas parce que c'est vrai, mais parce que des gens qu'on a aimés nous l'ont raconté. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent les mythes. Ils n'ont pas besoin de preuves, ils ont besoin d'émotions. Mais maintenant, il est temps de laisser les émotions de côté et de regarder la cigogne telle qu'elle vit vraiment. Et je vous préviens, ce qui suit n'a absolument rien à voir avec les histoires romantiques de grand-mère. Premier fait sombre, l'infanticide. Passons au premier fait sombre, ce que les ornithologues appellent l'infanticide, le meurtre de ses propres petits. Ça sonne brutal, inimaginable, ça ressemble à quelque chose qu'une bonne cigogne sur son toit ne ferait jamais. Mais elle le fait et elle le fait régulièrement. Imaginez un nid typique de cigogne, il est immense. Un nid moyen de cigogne blanche pèse environ 200 kg, certains atteignent 500. C'est une construction massive de branches, d'herbes, de chiffons, de papier et de tout ce que la cigogne trouve aux alentours. Dans ce nid, la femelle pond généralement 3 à 5 œufs, parfois 6. Les œufs éclosent progressivement, pas tous en même temps. Le premier poussin sort de l'œuf environ 2 jours avant le dernier. Et c'est précisément ce détail, en apparence anodin, qui décide entre la vie et la mort. Le premier poussin a 2 jours d'avance, 2 jours de nourriture en plus, 2 jours de croissance en plus, 2 jours de force en plus. Et dans la nature, 2 jours représentent une différence abyssale. Quand le dernier poussin sort, son grand frère est déjà significativement plus grand et plus fort. Imaginez maintenant la situation quand les parents apportent de la nourriture. Une grenouille, une souris, un insecte. Qui y arrive en premier? Le plus grand, le plus fort, celui qui peut pousser les autres. Et que se passe-t-il quand la nourriture manque? Quand c'est une mauvaise année, un été sec, peu de grenouilles dans les zones humides, peu de rongeurs dans les champs. Exactement ce qu'on n'attendrait pas d'un symbole du bonheur familial. Les parents cessent de nourrir le poussin le plus faible. Ils l'ignorent simplement, cessent de lui donner de la nourriture, cessent de le réchauffer, cessent de s'en occuper. Et le poussin meurt de faim dans le nid, à côté de ses frères sains qui continuent à manger, mais ce n'est pas le pire, car dans certains cas, les parents ne tuent pas passivement. Ils tuent activement. Ils prennent le poussin le plus faible dans leur bec et le jettent hors du nid. Une chute de plusieurs mètres sur le sol. Le poussin qui ne peut pas encore voler n'a aucune chance de survivre, et les parents reviennent ensuite dans le nid et continuent à nourrir les autres, comme si rien ne s'était passé. Parce que de leur point de vue, effectivement, rien ne s'est passé. Ils ont fait ce que des millions d'années d'évolution les ont programmés à faire.
Ils ont optimisé leur investissement reproductif. Cette stratégie est froide, précise comme un calcul mathématique. La logique est simple. La cigogne blanche investit une quantité énorme d'énergie dans la nidification. Construire le nid, couver les œufs, nourrir les petits, tout cela coûte des calories. Et les calories dans la nature ne sont pas illimitées. Quand la nourriture est abondante, la cigogne peut élever 4 ou 5 petits. Mais quand la nourriture est rare, tenter de nourrir tous les petits signifierait qu'aucun ne reçoit assez. Ils seraient tous faibles, sous-nourris, incapables de survivre à la migration vers l'Afrique en automne. La cigogne fait donc ce qu'aucun parent humain ne ferait, mais ce qui est absolument rationnel d'un point de vue évolutif, elle sacrifie 1 ou 2 descendants pour que les autres survivent en pleine forme. C'est une décision d'investissement, un calcul cruel, mais un calcul qui fonctionne. Les ornithologues qui surveillent les nids de cigognes en Alsace, en Lorraine et en Champagne observent l'infanticide régulièrement. Ce n'est pas un phénomène rare, ce n'est pas une anomalie observée une fois tous les 10 ans, c'est une part du cycle reproductif normal. Certaines années, notamment lors des étés secs, l'infanticide apparaît dans 30 à 40% des nids. 30 à 40%. Ça signifie qu'un nid sur 3, lors d'une année difficile, est un nid où les parents tuent ou laissent mourir un ou plusieurs de leurs propres petits. Et savez-vous ce qui est peut-être le plus troublant là-dedans ? La cigogne qui fait ça se comporte absolument normalement. Elle ne présente aucun signe de stress, aucun changement de comportement. Elle continue simplement à nourrir les petits restants comme si rien ne s'était passé. Et nous avons fait de cette créature un symbole du bonheur familial. Deuxième fait sombre, ce qu'elle mange vraiment, passons au deuxième fait sombre. Cette fois, parlons de ce que mange vraiment la cigogne, et parfois de qui. Quand on dit cigogne, la plupart des gens s'imaginent une prairie avec une grenouille dans son bec. Peut-être l'illustration d'une encyclopédie pour enfants. La cigogne, la grenouille dans le bec, le soleil brillant, la prairie fleurie, idyllique. La réalité est quelque peu différente. La cigogne blanche est un prédateur opportuniste. Ça signifie qu'elle mange pratiquement tout ce qu'elle peut attraper et avaler. Et la liste de ce qu'elle peut avaler est étonnamment longue. Des grenouilles, oui, bien sûr, des rongeurs également, des insectes, notamment des criquets et des grillons, sans aucun doute. Mais ce n'est que le début. La cigogne chasse et mange régulièrement des serpents. Et pas de petits serpents. Elle peut tuer et avaler un serpent de taille moyenne sans que celui-ci ait le temps de la mordre. La technique est simple et brutale. La cigogne saisit le serpent avec son bec, juste derrière la tête, le frappe plusieurs fois contre le sol, puis l'avale entier, tête la première. Le processus entier dure moins d'1 minute, mais les serpents restent une proie relativement attendue. Ce qui l'est moins, c'est les levreaux. Oui, la cigogne peut attraper et tuer un jeune lièvre. Si elle trouve un nid de lièvre dans l'herbe, et les femelles lièvres laissent leurs petits dans des creux peu profonds dans les champs, la cigogne les mange systématiquement un par un. Elle les perce de son bec, les tue à coups répétés, puis les avale. Les cigognes chassent aussi les poussins d'autres oiseaux, les cailles, les canetons, les pluviers. Tout nid au sol avec des petits représente pour la cigogne une occasion de nourriture facile. Et elle ne se limite pas aux poussins. Elle peut attraper et tuer une grive adulte, un étourneau, voire un pigeon plus petit si l'occasion se présente. Il existe des cas documentés où des cigognes ont chassé et mangé des taupes, des musaraignes, des hamsters, voire de petites belettes. Dans les zones autour des étangs et des marais, les cigognes chassent régulièrement des poissons, des écrevisses et des grenouilles aquatiques. Mais ce qui brise vraiment les illusions, ce sont les découvertes dans les estomacs des cigognes mortes. Les ornithologues et vétérinaires qui effectuent des autopsies sur des oiseaux morts en heurtant des lignes électriques ou n'ayant pas survécu à leurs blessures trouvent régulièrement dans leurs estomacs des choses qu'on n'attendrait pas dans l'estomac d'un symbole de chance. Des morceaux de plastique, des fragments de fil de fer, des élastiques, des emballages alimentaires. Les cigognes qui nichent près des décharges et dans certaines parties d'Europe
Notamment en Espagne et au Portugal, les cigognes sont pratiquement devenues des oiseaux des décharges. Ingèrent des déchets en même temps que leur nourriture. Et maintenant l'aspect le plus controversé, le cannibalisme. La cigogne blanche est capable, dans certaines circonstances, de manger ses propres petits. Ce n'est pas courant, ce n'est pas une problématique quotidienne, mais c'est documenté. Si un poussin meurt dans le nid, que ce soit de faim, de maladie ou par infanticide, les parents le consomment parfois au lieu de l'éjecter du nid. Du point de vue de la cigogne, c'est logique. Le poussin mort est une source de protéines et de nutriments qui seraient autrement gaspillés. Je sais que ça semble répugnant, et c'est tout à fait normal que vous le trouviez répugnant. Nous sommes des humains avec des émotions humaines. Mais la cigogne n'a pas d'émotions humaines. La cigogne est un prédateur qui fonctionne selon des millions d'années d'évolution, et dont l'unique but est de survivre et de transmettre ses gènes à la génération suivante. Et maintenant, rappelez-vous l'illustration du livre pour enfants. La cigogne avec la grenouille dans son bec sur la prairie fleurie. Mignon, n'est-ce pas? Troisième mythe, la fidélité. Passons au troisième mythe. Et cette fois, c'est peut-être le plus résistant de tous. Le mythe de la fidélité de la cigogne. Combien d'entre vous ont déjà entendu « les cigognes sont fidèles pour la vie ». Je parie que presque tous. C'est l'une de ces sagesses de la nature qui se transmettent de génération en génération. Les cigognes comme modèle de mariage. Elles reviennent sur le même nid. Elles vivent toute leur vie ensemble. Elles élèvent leurs petits ensemble. Romantisme, beauté, inspiration pour les couples humains. Sauf que c'est un mensonge, ou plus précisément c'est une demi-vérité, ce qui dans un certain sens est pire qu'un mensonge total, parce qu'on croit beaucoup plus facilement à une demi-vérité. Voici la réalité. Les cigognes sont fidèles au nid, pas au partenaire. Et c'est une différence essentielle. La cigogne blanche revient bel et bien sur le même nid d'année en année. Certains nids sont utilisés pendant des dizaines d'années. Il existe des enregistrements de nids occupés sans interruption pendant 50, 60, dans certains cas plus de 100 ans. Notamment en Alsace où des nids centenaires sont documentés à Ribeauvillé ou à Rochheim. Bien sûr, pas par un seul couple. Le nid survit à des générations de cigognes qui le réparent, l'agrandissent et le reconstruisent progressivement. Mais pour une cigogne concrète, le nid, c'est chez soi. C'est l'endroit où elle revient d'Afrique après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Le partenaire, en revanche, c'est une autre affaire. Le mâle de la cigogne blanche revient d'Afrique au printemps, généralement quelques jours à quelques semaines avant la femelle. Il arrive, occupe le nid, commence à le réparer et attend. Si la même femelle avec qui il a niché l'année précédente revient à temps, ils nicheront à nouveau ensemble. Si elle revient, car les cigognes migrent individuellement, pas en couple. Le mâle vole son chemin, la femelle le sien. Des milliers de kilomètres au-dessus de la Méditerranée, au-dessus du Sahara, au-dessus de la savane africaine. Et sur ce chemin, tout peut arriver. La femelle peut mourir, être retardée, s'arrêter à un autre nid. Et le mâle sur son nid en Alsace ne sait rien de tout ça. Alors que fait-il? Il attend, mais pas indéfiniment. Si la femelle ne revient pas dans quelques jours après son arrivée, le mâle commence à accepter une autre femelle, n'importe laquelle qui arrive, et manifeste de l'intérêt pour le nid. Et maintenant vient vraiment la partie dramatique. Que se passe-t-il si la femelle originale revient quand même, mais en retard? Si elle arrive et constate qu'une autre femelle occupe son nid. Bagarre. Un combat brutal, sans pitié. Deux femelles s'affrontent sur le nid ou à sa proximité immédiate et se battent à coups de bec, d'ailes, de griffes. Les cigognes sont de grands oiseaux. Envergure d'ailes de plus de 2 mètres, poids d'environ 3,20-5 kg. Leur bec est une arme redoutable, long de 20 cm, acéré, dur comme un ciseau, et en combat, elles l'utilisent sans merci. Ces affrontements peuvent durer des heures et ce ne sont pas des combats rituels, pas des attaques simulées après lesquelles le plus faible se retire. Ce sont de vrais combats où se produisent de graves blessures. Ailes brisées, yeux crevés, blessures sanglantes sur la tête et le cou. Dans certains cas, l'une des cigognes combat jusqu'à la mort. Et le mâle,
Que fait le mâle pendant que deux femelles se battent pour son nid? Il reste à l'écart et regarde. Il n'aide aucune des deux. Il attend de voir qui gagne et nichera avec la victorieuse. Peu lui importe si c'est sa partenaire de l'année dernière ou une nouvelle venue. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une femelle dans le nid. N'importe quelle femelle saine, capable de se reproduire. Les ornithologues qui surveillent les populations de cigognes par bagage et émetteurs GPS ont constaté que le taux de divorce chez la cigogne blanche est étonnamment élevé. Dans certaines populations, les couples changent dans 20 à 30% des cas d'une année sur l'autre. Ça signifie qu'un couple sur 4 ou 5 qui niche ensemble une année, nichera l'année suivante avec un autre partenaire. 20 à 30%. C'est un taux de divorce plus élevé que dans bien des sociétés humaines. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que les cigognes sont un modèle de fidélité, souvenez-vous de ça. La cigogne est fidèle à l'adresse, pas au partenaire. C'est comme quelqu'un qui aime son appartement et est prêt à y vivre avec n'importe qui pourvu qu'on partage le loyer. Ce que la cigogne fait en France et que vous ne savez pas. Voici maintenant la chose que j'avais promise. Quelque chose que fait la cigogne et qui touche votre vie directement, même si vous habitez à Paris et que vous n'avez pas vu une cigogne depuis une carte postale d'Alsace. Les cigognes détruisent systématiquement l'infrastructure énergétique, et ce n'est pas un problème marginal. C'est un problème qui coûte des millions d'euros par an et provoque des coupures de courant dans des dizaines de communes. Comment est-ce possible? C'est simple. La cigogne blanche niche traditionnellement sur des emplacements en hauteur, cheminées, clochers, fêtages de maisons. Mais au cours du XXe siècle, le paysage français a changé. De nombreux emplacements traditionnels de nidification ont disparu, les cheminées se sont effondrées, les bâtiments ont été rénovés, les toits ont changé, et les cigognes avaient besoin de nouveaux endroits. Elles les ont trouvés sur les pylônes électriques. Du point de vue de la cigogne, un pylône électrique est l'endroit idéal pour nicher. C'est en hauteur, la structure au sommet est solide, c'est loin des humains et des prédateurs. Le problème, c'est que ce pylône conduit du courant électrique et qu'un nid de cigogne est un tas de branches humides, d'herbes et d'autres matériaux pesant plusieurs centaines de kilogrammes qui, sous la pluie, devient conducteur. Résultat, court-circuit, coupure de courant, incendie, et cigognes mortes. En France, une part significative des couples de cigognes nichent sur des pylônes de transport ou de distribution électrique. Chacun de ces nids est une source potentielle de problèmes. Enedis et RTE investissent chaque année dans des plateformes spéciales et des éléments de protection destinés à empêcher le contact du nid avec les fils. On installe des plateformes spéciales au sommet des pylônes, des déflecteurs, des gaines isolantes sur les conducteurs. C'est une lutte sans fin parce que les cigognes sont têtues et adaptables. Si vous leur interdisez de nicher sur un pylône, elles se déplacent sur le suivant. Et ce n'est pas seulement un problème technico-énergétique, c'est aussi une question de sécurité. Quand un nid de cigogne provoque un court-circuit sur une ligne haute tension, un incendie peut éclater. Dans les mois secs d'été, une étincelle d'une ligne défectueuse peut embraser un champ, une prairie ou une forêt. Et c'est arrivé à de nombreuses reprises. Conclusion, et nous voilà à la fin. Résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. La cigogne blanche, Ciconia ciconia, n'est pas un symbole de chance. Ce n'est pas le gentil oiseau du conte qui apporte les enfants et est fidèle pour la vie. C'est un prédateur efficace, pragmatique, impitoyable, qui tue ses propres petits, est capable de cannibalisme, est fidèle au nid et non au partenaire, et qui n'hésite pas à livrer des combats brutaux pour son territoire. Et en même temps, c'est une créature stupéfiante, un vol génial qui parcourt chaque année plus de 20 000 km. Un bioindicateur important dont la présence révèle un paysage sain, une part irremplaçable de l'écosystème qui régule les populations de rongeurs et d'insectes, et un animal fascinant à l'intelligence surprenante, à la communication complexe et à la mémoire spatiale remarquable. La cigogne blanche est, pour le dire simplement, un prédateur doté d'un service de communication vieux de 1000 ans. Nous lui avons donné une image qu'elle n'a jamais eue,
et dont elle n'avait jamais besoin. Elle a fait son affaire, survécu, chassé, s'est reproduite, a migré, et nous avons construit tout autour une mythologie entière. Et vous savez quoi ? C'est bien, les mythes font partie de la culture humaine, mais il est important de savoir où s'arrête le mythe et où commence la réalité. Et après cette vidéo, vous savez. J'ai une question pour vous maintenant. Quelle superstition de votre enfance tenez-vous encore pour vraie ? Quelle histoire qu'on vous a racontée petit n'avez-vous jamais vraiment remise en question ? Même si aujourd'hui vous suspectez qu'elle n'était pas tout à fait la réalité. Écrivez-le en commentaire, parce que ça m'intéresse sincèrement, et peut-être que j'en ferai un épisode. Note d'adaptation. Quelques choix effectués pour le public français. La scène d'ouverture est transposée en Alsace, région emblématique de la cigogne en France, avec mention des toits à colombage. Les références géographiques, nid centenaire de Ribeauvillé, Rocheheim, ancrent le discours dans le réel français. Les entreprises mentionnées, Enedis, RTE, sont les opérateurs français du réseau électrique. La carte culturelle de l'Europe est légèrement reformulée pour expliquer pourquoi ce mythe existe en Alsace-Lorraine, mais pas dans le Midi. Le ton reste celui d'un vulgarisateur passionné, direct, un peu provocateur, scientifiquement solide.